Avec le conseiller en communication Jean-Luc Manot. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Avec l'écrivain Philippe Besson. Bonsoir. Bonsoir Marc-Olivier. Et avec le journaliste Éric Revel. Bonsoir Éric. Monsieur Fogel, bonsoir. Bonsoir Monsieur Revel. C'est moi, mais non, je te dis que c'est moi qui incarne le mieux la gauche du réel. Ce matin, sur RTL, Manuel Valls a répondu à Emmanuel Macron. Écoutez. Emmanuel Macron, il parle de la gauche du réel, de la gauche sociale réformiste qu'il veut incarner. Mais cette gauche du réel, cette gauche sociale réformiste, cette gauche qui assume les responsabilités dans l'exercice du pouvoir, c'est moi. Voilà, ça a le mérite d'être clair. C'est lui, le Premier ministre, qui à l'époque voulait changer le nom du Parti Socialiste et incarner son aile sociale libérale, apparaît désormais dépassé donc par son ancien ministre de l'économie En Marche vers 2017. Alors Valls ou Macron, l'après-Hollande a déjà commencé. Qui incarne quoi sur les réseaux sociaux? Benoît Galeret, bonsoir. Bonsoir. Quel cri du cœur de Manuel Valls, tweet Judith Ventrop du Figaro. Les paris sont ouverts sur ces deux coqs. Ça promet cette campagne électorale, soupire déjà Francis. Les deux Manu, mano à mano, s'écrit Eric, même si beaucoup ont du mal à vraiment les distinguer. Ils parlent exactement pareil, ces deux-là, dit Momo. Jean-Paul les appelle les jumeaux malgré eux. Et leur baston, nous dit Christelle, c'est bien de savoir qui est le plus à droite. Oui, parce que la gauche réaliste, c'est-à-dire sans utopie, c'est la droite, traduit Julien. Et Zilou de leur lancer, ok les gars, aucun de vous n'est à gauche et ça fait longtemps que vous n'avez plus aucun sens du réel. C'est vrai que le gars de Matignon et le banquier de Rothschild qui te parlent de réel, ce serait drôle si ce n'était cynique, admet Milon. En fait, c'est une bataille de formules, ça doit être pour savoir qui est le plus creux, se dit Icono. JP rappelle d'ailleurs qu'en communication, l'usage des mots réels, réalistes ou véritables, c'est le marqueur du faux le plus spectaculaire. Et pendant ce temps, c'est nous qui le vivons, le réel de la gauche, grince Jean-Marie. Eric voit quand même une distinction entre les deux hommes. Pour l'instant, Macron, on ne sait pas ce qu'il pense. Est-il libertaire? Que met-il derrière cette étiquette? Pour l'instant, rien. Il demandait juste quelle était la vision. La réponse de Valls touche quand même à l'égotisme pavlovien. Il parle que de lui, c'est pathétique, rétorque Philou. Oui, mais à la décharge de Valls, lui est très constant dans sa vision déformé de la gauche, note Majid, Jack de conclure. En tout cas, on a déjà eu la gauche du normal, alors messieurs, non merci pour la gauche du réel. La gauche du réel, incarnée par Manuel Valls, selon lui, Jean-Luc Manot. C'était assez étonnant quand ce matin, donc avec Ilka Vie, le Premier ministre dit mais c'est moi. Je pensais qu'il allait dire c'est nous, le gouvernement qui aujourd'hui administre la France. Vous en pensez quoi? Ouais, c'est-à-dire que le c'est nous, ça impose du pluriel. Ouais. Et donc il faudrait les recenser quand même, ceux qui peuvent dire qu'ils sont et de gauche et réalistes. Je suis pas sûr qu'on arrive jusqu'à nous. Peut-être un peu plus que moi, mais sans doute pas nous. Moi je trouve que dans une certaine mesure, peu importe la formule, je trouve que Manuel Valls est assez fondé à dire qu'il est la gauche du réel. Il est une gauche qui s'est coltée au gouvernement, qui s'est colté à un parti socialiste, et c'est pas la moindre chose que d'affronter le parti socialiste, parce que ça c'est une réelle difficulté quand on veut gouverner. Donc oui, je crois qu'il est assez fondé à le faire. Et je crois qu'il n'y a pas il doit pas y avoir de discussion. Enfin, je vois pas ce soir comment Emmanuel Macron pourrait s'en offusquer, puisqu'il dit lui-même qu'il n'est ni de gauche ni de droite. Ah si, non, il a dit ce week-end sur... Non, il a dit que sa culture était là. Mais qu'en réalité, sa culture était de gauche, mais que son projet n'était ni de gauche ni de droite. À partir du moment où on a un projet ni de droite ni de gauche, on peut pas être le représentant de la gauche réelle. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est je sais pas, j'exagère peut-être, mais c'est un peu la souffrance. Mais j'ai trouvé que c'était un homme en souffrance. Quel est l'avenir, cette aigreur, cette agressivité? Parce que l'interview d'une violence quand même assez rare. Enfin, vous trouvez? Moi, je trouve. Quand il parle de Macron, il emploie des mots. Non, mais les mots. Très calme, très sur la loyauté, sur la traîtrise, sur on quitte pas. Je l'ai trouvé très très dur quand même. D'habitude, un Premier ministre. Oui, cash. On va dire cash plutôt dur. Et je sais pas si on peut pas voir là-dedans une sorte d'aigreur. Quel avenir pour Emmanuel Valls aujourd'hui? Quel avenir? Il a face à lui Macron qui a saisi une opportunité et qui peut, le réussira-t-il, j'en suis pas sûr, mais qui peut au moins s'écrire un avenir. Quel avenir pour Manuel Valls? Couler avec le bateau, sauver le bateau, pourquoi faire? C'est ce que j'ai ressenti. C'est pas que 2017. Il va avoir des choses assez longues. Il a quel âge, Manuel Valls? 50 ans, non? Moi, je partage pas tout à fait l'avis de Patrick Chêne. 54. Moi, j'ai trouvé ce matin Marc-Olivier Fogel. Oui, Éric Revel. J'ai trouvé que je lui ai trouvé un certain courage à Manuel Valls ce matin. Alors, je sais pas s'il aura un espace politique suffisant, mais moi, j'ai envie de dire, il donne l'impression
qu'il tient la baraque, Manuel Valls, entre un président de la République qui est au Vietnam, qui a une cote de popularité très proche du sol, très identique à celle de Manuel Valls, et un ministre qui Macron, qui essaie de voler de ses propres ailes, un président de la République affaibli par une kyrielle d'anciens ministres qui sont tous candidats à l'élection présidentielle. Moi, j'ai trouvé Valls courageux, tenant la baraque et expliquant. Alors moi, je ne sais pas si c'est la gauche du réel. C'est vrai qu'on écoutait tout à l'heure Benoît. Bon, la gauche du réel, ça doit faire rire les gens de gauche, sans doute. Mais en tout cas, je trouve qu'il est, pardon de l'expression parce qu'elle a déjà été utilisée, mais assez droit dans ses bottes. C'est-à-dire que, oui, il incarne une gauche qui a réformé. Et si Emmanuel Macron a pu faire passer les lois qui ont commencé un peu à faire bouger ce pays, la loi, oui, enfin, il a pris différentes initiatives, il le doit à son Premier ministre qui l'avait mis dans son gouvernement. Donc moi, je dis, je ne l'ai pas trouvé agressif, j'ai trouvé plutôt posé par rapport à d'habitude, avec un certain courage, et il n'a pas tort. Là, je rejoins. J'aime bien quand même. Il a pas tort. Je suis pas d'accord avec Patrick Chêne. Moi, je l'ai trouvé courageux. J'ai jamais dit que je l'avais pas trouvé courageux. Non, mais je l'ai trouvé. Vous l'avez trouvé agressif. Oui, un peu aigri. Je trouve une certaine aigreur, un manque de, comme quelqu'un qui a pas un avenir tracé devant lui, qui se dit mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que j'ai à sauver? Qu'est-ce qu'il a à sauver, Valls, aujourd'hui? Je l'ai trouvé un petit peu flottant à cause de ça. D'un mot aigri, je ne sais pas. Mais la gauche du réel, elle est incarnée par Valls parce qu'au fond de lui, il pense que, sauf événement improbable, ça peut toujours arriver, sauf retournant improbable, ça peut toujours arriver de l'opinion, l'échéance pour la gauche, pour la reconstruction de la gauche et pour la gauche au pouvoir n'est pas la prochaine élection. Non. Il sait, comme beaucoup de gens, que c'est plus tard. Donc c'est vrai que c'est pas formidablement enthousiasme de fermer la boutique. Or c'est ce qu'il va être contraint de faire. Mais sur la question fondamentale, parce que gauche et réel, c'est deux mots qu'il faut entendre de manière très importante, parce que c'est ça la problématique de la gauche. Une des grandes problématiques de la gauche, c'est le réel, c'est sa capacité à appréhender le réel. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence fondamentale sur cette question-là entre Valls et Macron. Mais finalement, quand on regarde les succès de ce gouvernement, ils doivent à Valls et aussi à Macron, un peu plus à Valls qu'il était là avant, un peu moins à Macron parce qu'il était là après, en termes d'action gouvernementale. Les échecs, ils tiennent à Valls et à Macron, un peu plus à Macron parce qu'il a conseillé le président de la République depuis le début, alors que Valls n'était pas là. Mais en gros, ils partagent ça ensemble. Mais Philippe Besson, à votre avis, l'avenir de la gauche passe par la gauche du réel ou une gauche plus tradie, une gauche plus... Comment on peut la qualifier? Utopique, je ne sais pas, c'est justement pas on voit bien en tout cas que cette gauche-là, aujourd'hui, elle est fracturée. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce qu'on pourrait appeler une gauche pragmatique, concrète, celle du réel, celle qui s'affronte aux réalités du pouvoir, voilà. Et puis une gauche qui serait plus revendicatrice. Alors disons dogmatique si on veut la prendre d'un mauvais côté, poétique ou romantique si on veut la prendre d'un autre côté. Et il est vrai, et là je rejoins ce que disait Jean-Luc, que Valls s'est construit contre cette gauche dogmatique, contre cette gauche conservatrice, contre cette gauche romantique ou poétique. Il a toujours voulu se frotter au réel. Donc quand il dit qu'il appartient à la gauche du réel, moi je l'entends. Alors ceci étant, le problème aujourd'hui, il est d'une autre nature. C'est-à-dire que... le problème de Valls, c'est que d'abord, à l'épreuve du pouvoir, le réel a un peu perdu de son contenu. Parce que je vous rappelle quand même que c'était lui qui disait il faut mettre fin au tabou des 35 heures, et que quand il est devenu Premier ministre, il n'en a rien fait. Je ne dis pas qu'il fallait le faire. Mais il y a une chose qui est le discours qu'on peut tenir quand on est à l'opposition, et il y a ce qu'on fait quand on est au pouvoir. Le problème, c'est qu'au pouvoir, Valls, il s'est pas véritablement confronté au réel comme il disait qu'il allait le faire. Donc, il s'est confronté à François Hollande. Oui, mais ce qui était un sacré morceau de réel. Enfin, en tout cas, il y a cette idée. Et puis surtout, le problème, il est qu'est-ce qu'on met derrière le vocable, et là je rejoins Jean-Luc, gauche du réel. Et là, il y a une vraie différence entre la proposition Macron et la proposition Valls. On va y revenir justement dans un instant, cette différence entre les propositions Macron et Valls. Les deux, donc, qui se définissent comme gauche du réel. On y revient dans un instant. Macron, Valls, vous la définissez comment cette gauche du réel, donc Philippe Besson? Alors justement, je pense que c'est un problème de curseur ou de modernité. Pour Macron, la gauche du réel, elle a d'abord vocation à s'élargir, à discuter avec les centristes, avec une partie de la droite, avec le champ des progressistes, comme il l'appelle. Valls, il est encore marqué par une culture de gauche classique qui est on est dans son camp et simplement dans son camp. D'ailleurs, là aussi, c'est son problème. Oui, mais c'est son problème à Valls, c'est que
encore une fois, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il se veut gauche du réel moderne et en même temps il fait nommer Jean-Christophe Cambadélis à la tête du PS, qui n'est pas exactement la modernité ni l'île en avant. Bon, par ailleurs, Macron fait un bilan et enfin en tout cas un diagnostic qui est de dire la société subit une transformation profonde à cause de la mondialisation, une transformation numérique, une transformation environnementale. On voit bien que sur ces sujets, Valls il est en retard. C'est-à-dire les bouts rouges, on a compris que sur l'environnement il fera rien. La mondialisation, il est quand même très colbertiste et très franco-français, protectionniste, machin. Donc ils n'ont pas du tout la même approche des choses. Donc ce qui fait qu'ils parlent pas de la même chose l'un et l'autre. Vraiment, ils sont pas dans le même monde, je pense. Il y a quand même un contexte qui est en train de changer. Si gauche du réel, c'est faire des réformes, par exemple, pour réduire les déficits et réduire la fonction publique, il y a tout un contexte quand même global qui est en train de changer. Et j'aimerais bien qu'on en prenne la mesure ce soir. Quand vous voyez des déclarations de Bruxelles sur les dérapages budgétaires, il n'y a plus aucun commentaire. Il n'y a plus aucun commentaire. Ça veut dire que par peur de la montée des populismes en Europe, Bruxelles n'inflige plus aucune amende ou ne réfreint plus l'Espagne, le Portugal ou la Grèce ou même la France qui dérapent budgétairement. Ça veut dire que la réforme telle qu'on l'imaginait avec cette gauche du réel qui serait plus proche de la réduction des déficits, c'est peut-être déjà un débat dépassé. Enfin, sauf que ce matin, Manuel Valls a dit qu'on respecterait le déficit de 3%. Certes, mais ce que je veux dire, c'est que, mais il peut pas le dire, mais ce que je veux dire, c'est que Bruxelles, aujourd'hui, voire le G20 et le FMI, appelle à des injections budgétaires massives dans les économies. C'est-à-dire, c'est de la relance keynésienne. Donc, si la gauche du réel, c'est celle qui serait capable de réduire les déficits, par exemple, ou de réduire la fonction publique, eh bien, je me demande si ce débat est pas derrière nous, parce qu'aujourd'hui, FMI en tête dit, il faut faire de la relance budgétaire et laisser tomber un peu vos critères maastrichtiens. Pour analyser la gauche du réel, il faut analyser la gauche de l'irréel. Aujourd'hui, les frondeurs, qui sont bien discrets en ce moment, qui sont les ringards? Est-ce que ce sont ceux qui revendiquent la gauche du réel comme Valls aujourd'hui, mais qui, vous l'avez très bien dit Philippe, sont un peu à côté de la plaque en matière d'environnement, en matière de mondialisation, ou sont les frondeurs qui, eux, défendent un modèle social, cette politique de l'irréel, ou enfin, si on veut la mettre en opposition. Où est l'avenir du PS? Où est la... Il y a aussi une autre ligne de fracture. Oui, mais il y a aussi une autre ligne de fracture qui est sur les questions sociétales. Et on parlait, un des internautes parlait de est-il libertaire ou pas libertaire, etc. Il y a une vraie fracture là aussi, c'est-à-dire que Valls, il incarne une gauche républicaine à la Clémenceau. C'est pas non plus exactement la grande modernité. Macron, il incarne, lui, il était un homme d'État, Clémenceau. Oui, mais bien sûr, je ne nie pas les qualités de Clémenceau, mais je dis juste que c'était il y a 80 ans. Mais et par ailleurs, Macron, on a bien vu qu'il était, lui, hostile à la déchéance de nationalité, qu'il est hostile à l'interdiction du voile à l'université. Il est dans une mouvance beaucoup plus libertaire. C'est aussi une des lignes de fracture de la gauche, clairement. Et ça sera intéressant d'ailleurs dans le débat, ça. Bien sûr, évidemment. Jean-Luc? Oui, c'est un débat qui est essentiel pour l'avenir de la gauche. Moi, je veux résumer, finalement, en France, la gauche irréelle, la gauche de l'irréel, appelons-la comme ça, elle n'a jamais gouverné. Elle n'est jamais été au gouvernement. Mon roi, 82, 83. Vous ne pouvez pas dire que Mitterrand est un socialiste révolutionnaire, que c'est nationaliste des banques en 81. Il fait une relance. Il est sur une politique, on va dire centralisatrice, tout ce qu'on veut. Mais enfin, il n'y a pas non plus en 81, il s'est pas passé non plus en France. C'est pas le communisme, une révolution, non, etc. C'est pas 1917. Si quand vous écoutez ce que dit Mélenchon aujourd'hui, quand vous écoutez ce que dit Clémentine Autain, ce que disent un certain nombre de gens comme ça, et c'est respectable. Mitterrand 80, c'est de la rigolade. Enfin, c'est de l'eau de rose. Jean-Luc, pardon, mais vous avez sans doute pas oublié. Que disaient les ministres communistes qui étaient rentrés dans le gouvernement en 81? C'était extrême. Non, mais d'accord, mais ils tenaient un discours extrêmement révolutionnaire. Vous l'avez sans doute pas oublié. Je veux dire, Jacques Ralite, ministre de la Culture, tenait un discours extrêmement progressiste et révolutionnaire sur la culture. Attendez. Je dis que ceux qui ont gouverné dans ce pays n'ont pas été des socialistes. Oui, bien sûr. Ce sont des réalistes qui ont gouverné. Ils sont au contraire, comme Blum ou comme Mitterrand, coltés quand même à des difficultés réelles qu'ils ont surmontées avec responsabilité. Premier point. Deuxième point, il y a deux possibilités pour la gauche. Là-dessus, entre Macron et Rocard, entre Macron et Valls, j'ai envie de dire que Valls est un
social-démocrate qui croit encore à la social-démocratie, à cette idée qu'on peut développer une social-démocratie en Europe, et que Macron, et à l'État, Macron veut un parti démocrate à l'américaine. Il est en gros un démocrate. Et c'est pas du tout, c'est intéressant, parce que l'idée qu'il pourrait y avoir dans ce pays une union un peu transcourant des progressistes, dans ce pays où le progrès est condamné de partout, où on n'en veut pas, où on le bloque, où toutes les structures de la société créent de l'immobilisme. S'il y a un rassemblement des progressistes, ça vaut peut-être le coup d'essayer d'en être. Allez, dans un instant, le prix des assurances fixé à partir de votre comportement. On en débat. Si vous faites du sport, si vous avez une bonne santé, vous disposerez désormais de cadeaux. Un premier pas vers l'assurance, donc au comportement. Pourquoi ne pas imaginer que les primes d'assurance augmenteraient pour ceux qui vivent dangereusement. Déjà, d'autres compagnies modulent le prix de votre assurance auto en échange de la pose d'un mouchard dans votre voiture qui vérifie votre conduite, par exemple. Alors, cette tarification à la carte personnalisée vous choque-t-elle ? Avez-vous peur des dérives sur les réseaux sociaux, Benoît? Ça fait énormément débattre, on se pose des questions, à quel est contre, puisque ce serait, dit-il, la fin de la solidarité, le concept de l'assurance est de mutualiser les risques, tout critère permettant de réduire la facture de certains augmente celle des autres. Oui, mais moi, je veux pas cotiser pour des gens irresponsables alors que largement informés, répond Hervé, la solidarité, c'est pas le gaspillage ni le financement de l'irresponsabilité. Placide lui se méfie des assureurs qui sont pas des enfants de cœur et n'hésite pas déjà à employer des détectives. Quant au culte exacerbé de la santé, dit-il, c'est l'apanage des régimes totalitaires. L'ACA se demande quand même si ça pourrait pas inciter certains à dépenser 40 € par mois pour s'inscrire dans une salle de sport. Ce qui me taraude, c'est qui va décider de la part comportementale et de la part héréditaire dans les problèmes de santé des assurés, hésite Muta. C'est quoi les critères? Vous partez du principe que tout repose sur le comportement des malades et les maladies chroniques. Jean aussi se présente comme un assuré pas rassuré sur les conséquences à long terme. En même temps, pourquoi je continuerai à payer le même prix que ceux qui font strictement aucun effort, dit-il. Et la solidarité, insiste encore Berjac. On en arrive à une forme de sélection par la bonne santé ou les bons comportements. C'est proche de l'eugénisme. Michel, lui, n'en démord pas. Chacun devrait être responsabilisé, comme pour le bonus-malus automobile, qui est une bonne chose, dit-il. Mais David lui répond que ça marche pour les bagnoles parce qu'il y a un code de la route précis et indiscutable, mais il n'y a pas encore de code de la vie. C'est vrai, mais en même temps, est-ce que c'est pas ça l'assurance de demain quand même, Patrick Chêne? Non, moi ça me, je sais pas si c'est le sujet du siècle, mais ça m'effraie. Je trouve ça dans assurance mutuelle, il y a mutuelle. Je pense que si on met le doigt là-dedans, on va vers des extrêmes. En plus, bon, je veux pas la théorie du complot, j'aime pas, mais les compagnies d'assurance, j'ai toujours une petite gêne au départ. Donc si on met le doigt là-dedans, je pense qu'on pourrait avoir un double effet qui se coule. C'est-à-dire d'abord, le jugement des comportements individuels, moi je suis totalement contre cela. Je pense qu'il y a des lois. On en parlera peut-être dans le sujet suivant si on le fait, mais pour moi il y a la frontière. On va le faire, mais on va le faire. Je suis le maître des horloges chez nous, c'est le mot à la mode. Il y a une frontière, c'est le délit. Je veux dire, vous interdisez dans une société aux gens de faire des délits parce que vous protégez les autres, mais d'aller surveiller le comportement personnel hors cette notion de délit. On vous surveille pas. C'est grosso modo, vous payez en fonction de vos risques. Non, mais c'est pire, c'est catastrophique. Non, moi, je militerai contre ça. Il faut bien que les risques contrôlent, évaluer. soient prouvés. Moi, je suis assez d'accord avec Jean-Luc les paroles sans qu'on me la donne, mais prenez-la. merci. Et avec ce qui vient d'être dit, parce que d'abord, quand un assureur trouve un nouveau système, c'est parce qu'il veut gagner plus d'argent. Première base, donc faut pas se raconter d'histoire en disant ils ont inventé un truc formidable, bon, ils cherchent à gagner plus d'argent ou en perdre moins. Ce qui en soi n'est pas tellement. Non, mais je dis pas ça. Non, mais donc l'objectif est un objectif de santé. C'est ça qu'il veut dire, Jean-Luc. Voilà. C'est pas le club de Pasteur et de Marie Curie. Voilà. Ça c'est pour le premier point. Le deuxième point, c'est que ça existe déjà pour les assurances automobiles. J'ai pas beaucoup d'accidents, je me comporte bien. Même pour les assurances vie aujourd'hui. Voilà, et pour les assurances vie. Donc ça existe pour beaucoup de choses. Et les banques ont inventé ça avec les examens médicaux extrêmement précis qu'elles font passer aux gens pour les prêts. Donc ça existe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, il faut des normes. Il faut savoir ce que c'est, comment on qualifie les comportements. Alors, c'est quoi les comportements? Alors, on va dire, c'est les fumeurs. Alors, peut-être que là, effectivement, on pourrait dire, vous fumez, vous déconnez, etc. Mais après, il y a quoi d'autre? Les comportements sexuels à risque. C'est un critère qui doit rentrer. Il va falloir que je dise à mon assureur le détail de comment je vis, qu'il mette une caméra chez moi pour savoir si je mens ou pas, qu'il me flique de manière générale. Et donc oui, moi aussi, cette
tentation d'organiser la société en fonction des comportements me fait peur. Non, ce qui a effectivement profondément choquant, c'est qu'on traite, me semble-t-il, la santé comme un bien matériel comme un autre. C'est ça, moi, qui me choque le plus. C'est qu'on ramène la santé, pour reprendre le parallèle de Jean-Luc, à celui de l'automobile. Maintenant, il ne faut pas céder non plus, je crois, au fantasme. En France, la tarification selon l'état de santé de l'assuré n'est pas autorisée. Donc, entendons-nous bien. Non, mais elle n'est pas autorisée légalement. Pardon, Eric, elle est totalement de nature. Moi, je suis prêt à me battre demain contre quelque chose qui me révolte tous les jours. Si vous avez eu un cancer, vous payez beaucoup plus cher d'assurance. Donc, ça ne marche pas, votre règle. Si. Non, ce que je veux dire, attendez. Il y a le fameux droit à l'oubli, dont on a beaucoup débattu, avec le délai du droit à l'oubli. Il est mal appliqué. C'est que là, on parle de complémentaires, de mutuelles complémentaires. C'est qu'en France, aujourd'hui, la loi est très bien. Et je crois que Marisol Touraine l'a rappelé récemment, on ne peut pas tarifer à la hausse un patient parce que son état de santé serait plus déplorable que celui de son voisin. Mais ce qui me gêne, encore une fois, et quand vous regardez dans le détail, c'est que vous avez différents statuts proposés par Generali. Vous avez le statut bronze, argent, or et platine. Vous avez potentiellement des vacances payées par Generali si vous êtes un bon patient au Club Med. Vous avez des cartes chez, Sephora, Fnac, Decathlon, etc. Moi, ce qui me bouleverse le plus, c'est qu'on considère que la santé, c'est une voiture dans laquelle il suffit de remettre de l'huile pour que le carter soit plein et que le moteur tourne. C'est ça qui me choque. Et ceux qui ont la carte platine, qu'est-ce qui s'emmerde dans la vie? Voilà, c'est ça qui me choque le plus. Maintenant, l'idée, pardon Philippe, mais l'idée que des patients mais encore une fois, comment le mesurer, comment l'estimer, qui font absolument n'importe quoi et qui paieraient le même niveau de mutuelle, je vois l'idée de départ. Mais je ne peux pas la cautionner parce que je ne peux pas admettre qu'on considère la santé comme un bien matériel comme un autre. Oui, moi, je suis absolument d'accord avec ce que viennent de dire mes trois petits camarades. Je suis aussi horrifié par ce genre de suggestions, d'hypothèses. Ça paraît quand même assez cinglé pour les raisons qu'on a dites. D'abord, je pense qu'effectivement, c'est une intrusion quand même dans la vie privée des gens qui est hors du commun. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, on vous surveille, on vous contrôle, etc. Alors même si vous l'avez décidé au départ, il y a quand même l'idée que c'est Big Brother quand même. Vous mettez le doigt dans un engrenage un peu bizarre. D'ailleurs, en plus, s'ajoute un deuxième élément qui est toutes ces bases de données, toutes ces données, comment elles sont préservées, comment elles se retrouvent pas, je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Bon, c'est un peu compliqué. La deuxième chose, c'est que les recommandations de santé, moi j'attends qu'elles émanent d'un professionnel de santé, pas d'un assureur dont Jean-Luc a eu raison de dire que son objectif premier, c'est de gagner de l'argent. Donc c'est un professionnel de santé qui doit nous dire ce que sont les bons comportements et pas un assureur qui n'est pas un directeur de conscience. Ça, c'est une chose. Et puis par ailleurs, ça rompt effectivement l'égalité de tous les Français ou de tous les citoyens, tous les Français, tous les êtres humains devant la santé, justement. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tout d'un coup, vous considérez que les maladies héréditaires, qu'est-ce qu'on en fait? C'est très dangereux. Ouais. C'est une dérive extraordinairement dangereuse. Allez, Jean-Luc, pour terminer. Un petit commentaire supplémentaire, c'est que si on l'applique aujourd'hui comme ça, ceux qui paieront plus, ce seront les pauvres. Mais bien sûr. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont en meilleure santé, ce sont les riches, ceux qui mangent des fruits et des légumes, du poisson, qui fument le moins, qui sont le moins tentés par l'alcool, etc. Ce sont les populations les plus aisées. C'est pas le système dont je rêve en termes de solidarité. Allez, dernier sujet dans un instant, révéler la vie privée pour mettre en cause une idée politique. On en débat dans un instant. Juste une précision, une info. Vous le savez, Nicolas Sarkozy est à Poissy. Hier, le parquet a demandé donc son renvoi en correctionnel. Sa première réaction, aucune manipulation, aussi odieuse soit-elle, ne me détournera de ma volonté absolue de construire l'alternance. C'est dit. Histoire donc qui fait scandale en Angleterre, un député travailliste a démissionné de la présidence de la commission qui s'occupait notamment de la lutte contre la prostitution après des révélations du Daily Mirror. Sur une vidéo, on le voit en train de payer des prostituées hommes. Le tabloïd se justifie au nom du droit de l'information. On se souvient aussi qu'en France, le débat a eu lieu. Vous vous souvenez, fallait-il outer certains opposants au mariage pour tous? Alors on va se demander ce soir, est-ce qu'il faut révéler la vie privée donc des élus pour les mettre face à leurs contradictions politique, évidemment. Sur les réseaux sociaux, Benoît. Mais le Mirror, comme à chaque fois dans ces cas-là, se justifie en disant que c'est de l'intérêt public. Et Patricia est d'accord, c'est pas une attaque, c'est une enquête, tweet-t-elle. Ce député a trahi l'honneur de sa fonction. La presse fait son job, confirme Under. L'ironie, c'est que les faits sont pas graves, mais prouve que cet homme marié est un hypocrite, ricane David. Fred trouve au contraire que c'est grave, car il représente une autorité morale, dit-il, en tant que législateur. Non, mais si on commençait à tout sortir sur nos députés,
député, le Parlement serait vide, répond Leslie. Il a démissionné, vous avez eu votre bout de viande fraîche, maintenant laissez-le tranquille, lance Jika. Je me fiche de sa vie privée. Moi, j'ai toujours pensé qu'il était un bon politicien et ça me chagrine, écrit Red Blood. Là, il est tombé par sa propre faute, lance Alastair. La presse a le droit de parler et Kisvaz a le droit de ne pas avoir honte de ce qu'elle a révélé, conclut Cathy. Éric Revel, ses pratiques journalistiques, finalement. Je vais vous dire, moi, je ne me résoudrai jamais à commenter, mais je vais le faire quand même, cette presse de caniveau britannique. Moi, ça me dérange profondément qu'on soit capable, au nom de l'information, alors je vois bien la contradiction qu'il y a pour ce député à être pris, si j'ose dire, la main dans le sac, mais franchement, jusqu'où peut-on aller dans l'ignominie? Mais il n'y a pas que cette presse britannique, si je peux me permettre, vous vous souvenez d'Act Up, qui avait menacé de révéler l'homosexualité d'un député qui a été à une manifestation anti-Pax à l'époque. Bien sûr, qui avait menacé. Là, il s'agit d'une association. C'est le même très bien, mais je ne vous ai pas dit, Marc-Olivier Fogiel, que je supportais ce comportement déviant d'Act Up. Ce que je veux dire simplement, c'est que cette presse de caniveau est regardée, par exemple, comment le Mirror ou d'autres traitent régulièrement le problème français. Vous verrez, il n'y a pas de quoi être fier. Donc pour moi, c'est pas de l'information. Je ne vois pas franchement ce que ça apporte de révéler ce qu'a révélé ce torchon. Donc pour moi, c'est pas de l'information. Je la commente parce que c'est un sujet intéressant. Mais pour moi, c'est une presse de caniveau qui n'apporte rien au débat politique, mais rien du tout, qui monte les uns contre les autres, et en plus dans un pays largement hypocrite et puritain, peut-être plus que le nôtre, où on dit davantage les choses, où des scandales sont révélés sans que la presse d'ailleurs s'en mêle, mais franchement, mettre le nez dans ce genre d'affaires, je trouve que c'est pas faire de l'information, c'est faire du voyeurisme de bas étage. Patrick, moi, je ne veux pas faire le procès de cette presse ignoble, c'est vrai, mais moi, dans un sujet comme ça, qui pour moi est très important, est assez grave, je me mets en relation avec le réel, comme Manuel Valls. Et je me dis, qu'est-ce que c'est le réel? Finalement, le réel, c'est la loi. Et moi, ce que j'accepte, c'est que quand quelqu'un enfreint la loi, on puisse le dénoncer. D'autant plus s'il est élu. S'il enfreint la loi. Pour moi, en tout cas dans notre pays, être libertin, tromper sa femme, aimer la personne du même sexe que soi ou je ne sais quoi, c'est pas un délit. Donc mettre en avant les prostituées, ça peut l'être. Alors j'allais venir, voilà, Philippe, j'allais venir. Jusque là, je pense que la frontière elle est là, et pour la presse également. En revanche, un délit, faire de l'exhibitionnisme dans un magasin de bricolage, frapper sa femme. Ou aujourd'hui solliciter surfacturer ses meetings, puisque voilà, seulement dans un truc de bricolage. Oui, d'accord. Ça peut se faire ailleurs. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que moi, ma frontière, elle est là. Si un homme politique qui lance des belles idées, qui fait sa campagne... Là, en l'occurrence, c'est en plus en contradiction avec... Est-ce que c'est un délit, un délit la prostitution au Royaume-Uni? Oui, il me semble, oui. Je suis pas sûr. Je crois aussi. Je pourrais partager le point de vue de Patrick. C'est-à-dire que moi, j'arrive pas à avoir d'avis tranché sur cette question. Je veux dire, alors d'abord, si je peux me permettre un trait d'humour, je dirais que c'est assez quand même raccord avec la tradition britannique. Les scandales sexuels en tout genre, depuis Profumo dans les années 60, les ministres conservateurs dans les années 80 qui démissionnaient les uns derrière les autres à cause de leur maîtresse, ou les lords dans les années 2000 qui retrouvaient le nez dans la coke et qui confessaient des affaires extra-conjugales. On va dire qu'on est dans une espèce de tradition britannique. Mais j'arrive pas à avoir un avis tranché. C'est-à-dire que à la fois je déteste cette dictature de la transparence qui supposerait que y a plus de vie privée, qu'on doive tout dire, tout montrer, que rien ne soit plus jamais caché, dissimulé, que voilà. Donc ça, je supporte pas ça. Mais en même temps, effectivement, il y a ce qui relève de la loi. Si effectivement ce député a enfreint la loi, il mérite effectivement d'être dénoncé. Et puis par ailleurs, j'y ajouterais, et là je suis en désaccord avec Eric, c'est-à-dire que j'y ajouterais effectivement cette espèce d'hypocrisie qui, moi, m'est assez insupportable. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai beaucoup de mal avec ces hommes politiques qui viennent nous donner des leçons en nous expliquant ce que sont justement les bons comportements, qu'il ne faudrait pas avoir recours à la prostitution, qu'il ne faudrait pas utiliser de drogue, mais qui eux-mêmes ont recours à des prostituées et qui eux consomment des poppers. Je vais jusqu'au bout, Jean-Luc. Donc il y a là une hypocrisie qui m'est insupportable, de la même manière que je trouvais assez étonnant de voir certains parlementaires de droite à la tête des manifs pour tous dans les années 2012-2013, dont on savait qu'ils avaient sans doute une position au sujet de l'homosexualité un peu différente dans la vie privée. Donc
moi, ça m'agace profondément cette hypocrisie, cette façon de venir dire faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Je trouve ça assez insupportable. Que quelqu'un dénonce cela et que ça puisse amener effectivement des meilleures pratiques ne me gêne pas tant que ça. Jean-Luc, pour terminer. Et moi, je crois que on aurait tort d'essayer d'avoir une règle absolue applicable en toute situation. C'est sans doute pour ça que les journalistes sont censés avoir une conscience et de la déontologie. Parce qu'on juge en fonction. Et moi, je suis dans l'idée. Le dévoilement de la vie privée pour le dévoilement de la vie privée est inacceptable. La transparence absolue, c'est une règle qui n'existe pas, sauf en Corée du Nord. Et donc, c'est pas souhaitable. Ensuite, qu'est-ce qui produit du sens ? Qu'est-ce qui dit quelque chose et qui aide le citoyen à se faire son opinion? Je prétends que quelqu'un qui tient un discours et qui, dans sa vie, fait l'exact contraire de cela, ça crée, et je suis pour, je le dis, je sais que c'est minoritaire sans doute, mais je suis pour l'outing dans ces conditions-là. Je pense que quand j'ai entendu des gens faire des grands discours moraux et en même temps avoir un autre comportement à 22h quand l'Assemblée nationale ferme, je pense que c'est bien que l'opinion le sache parce qu'il faut mettre un peu en concordance les deux. S'ils se taisent, si c'est pas un sujet sur lequel ils interviennent, grand bien leur face et on n'en parle pas. Benoît, vous vouliez préciser? Je voulais préciser que les escort boys, ce n'est pas illégal en Grande-Bretagne. Et là, l'autre truc qui fait débat, parce que quand même ils sont habitués les Britanniques à ce genre de presse, c'est qu'en fait les escort boys sont allés voir le Sunday Mirror en disant il nous a recrutés pour ce soir, est-ce que vous nous payez pour qu'on filme et qu'on voilà, donc c'est bien ce que je dis. Ça ressemble quand même à une mission un peu spécifique. Voilà, cette presse de caniveau, en plus regardez la forme d'un tabloïd, c'est épouvantable. Donc je reste sur mon point de vue, mon cher Philippe. Merci à tous les quatre. Dans un instant.